Bonjour et bienvenue à Damaru Yoga. Aujourd'hui, on va explorer le concept du Satatraya, ou les trois niveaux de perception de la réalité. Ce concept vient du Advaita Vedanta, une philosophie moniste ou non-dualiste. Étant une philosophie moniste, le Vedanta propose que la réalité ultime n'est qu'une, que la vérité profonde réside dans l'unité de toutes les choses et non pas dans leur séparation. Essentiellement, même si la réalité est une, on la perçoit de trois façons différentes. Les trois niveaux sont Paramartika Sata, qu'on va appeler la réalité absolue, Vyavaharika Sata, ou la réalité conventionnelle, empirique, et finalement Pratibhasika Sata, ou la réalité illusoire, apparente. Paramartika Sata est le niveau de perception dans lequel on est dans le Brahman, c'est-à-dire dans la perception de l'absolu. Le Brahman, la monade, est comme une forme de vacuité positivement chargée. Elle contient toutes les qualités, mais tous les défauts, donc elle devient neutre. Elle contient toutes les couleurs, donc elle est blanche. Le Brahman est où tout se dissout et devient une unité parfaite, balancée. Selon le Advaita Vedanta, toutes les autres formes de réalité dépendent du Brahman, mais le Brahman ne dépend d'aucune autre forme de réalité. C'est la base de cette réalité, la racine. Même si le Brahman ne peut pas être vraiment qualifié, décrit, on utilise souvent trois mots pour l'exprimer. Sat, existence, Chit, conscience, Ananda, félicité. Le Brahman est Sat, existence, non pas l'existence d'un objet particulier, mais l'existence elle-même, celle qui fait exister toutes les choses. Donc je reprends l'exemple de la lumière blanche. La lumière blanche n'est pas une couleur, mais c'est par elle que toutes les couleurs existent. De la même façon, le Brahman n'est pas un objet particulier, n'existe pas dans aucun objet particulier, mais il est tous les objets en même temps. Il existe dans tous les objets. Ensuite, le Brahman est chit ou conscient. Comme pour l'existence, il n'est pas conscient de quelque chose. Il est la conscience pure. Selon le Vedanta, la conscience n'est pas une conséquence de la matière, mais au contraire, c'est cette conscience du Brahman qui fait apparaître la matière. Pour mieux le comprendre, on va le comparer avec notre propre rêve, dans lequel c'est notre conscience qui crée tout l'univers, qui crée l'arbre, le gazon, le banc, les oiseaux, le chien qui jappe, mais on a l'impression d'être une seule personne dans le rêve, mais finalement, c'est notre conscience qui le crée au complet. Le Brahman est pure existence, pure conscience et pure félicité, Ananda. Pour que les choses existent, il faut qu'il y ait un mouvement, et ce mouvement est une vibration. Et cette vibration est félicité et bonheur. Le bonheur de l'existence même qui fait exister les choses. Icha, la volonté primordiale, le tremblement de notre être à l'enthousiasme d'exister, d'être vivant. Dans certains Upanishads, on dit Nad Brahman, ou le Brahman, la monade, et vibration. Ananda, la félicité vibre. Cette vibration crée l'existence et cette existence est consciente. C'est la trinité de la monade. Même si la monade est tout, il n'y a aucun autre espace, elle est partout, toujours, tout le temps. Elle veut expérimenter. Donc on a l'existence, la conscience et la félicité, mais on n'a pas l'expérience. Donc la monade, pour se compléter, elle doit expérimenter aussi. Pour expérimenter, on doit diviser. Il doit y avoir un sujet qui expérimente une situation ou un objet, qui interagit avec un autre sujet. La monade étant absolue, si elle s'exprime, si elle se manifeste, elle doit absolument se manifester. Donc elle ne se divise pas seulement en sujet et objet, mais elle exprime toute la capacité de la création. C'est important de comprendre que c'est pas chronologique, c'est pas il n'y avait rien, la monade a décidé d'exister. C'est quelque chose qui se passe constamment. La monade est toujours là, comme la lumière blanche est toujours là, mais par l'effet d'un prisme, nous, on voit les choses séparées. Mais les choses ne le sont pas séparées. C'est pour ça qu'apparaît le deuxième niveau d'existence qui est Vyavaharika Sata, ou le monde conventionnel, le monde empirique. Ici, les choses sont séparées. Donc, il y a d'autres individus. Il y a une société, donc il faut maintenir un certain ordre social. Il y a des objets, il y a le temps, l'espace,
le karma, la causalité. Donc chaque parole, chaque pensée, chaque action a sa conséquence et ces conséquences sont réelles. Dans ce monde, il y a les lois de la physique, mais aussi les lois de la morale. Ce point est important parce que souvent quand on découvre le non-dualisme, soit que vous avez des expériences de non-dualité par la méditation, soit que vous découvrez ces philosophies, on peut avoir tendance à dire, si tout est tout, pourquoi la morale? Le bien et le mal, c'est une dualité, donc c'est faux. Mais le Vedanta nous dit qu'il faut respecter le monde conventionnel parce qu'il est réel aussi. Mais sa réalité dépend du Brahman. Tandis que la réalité du Brahman ne dépend de rien. C'est un concept qu'on appelle mithya dans le Vedanta. Souvent, on traduit mithya comme mensonge ou non-vérité, mais en fait, mithya, c'est une vérité, c'est réel, mais la réalité de cet objet dépend d'un autre objet. Pour utiliser un exemple classique du Vedanta, on va utiliser une bague en or. Quand on voit la bague, on peut dire deux choses. On peut dire ceci est une bague ou ceci est de l'or. Paramartika Sata, le niveau de la conscience absolue, dirait ceci est de l'or. Parce que le substrat de l'objet, c'est de l'or. Tandis que Vyavaharika Sata dit c'est la bague qui est vraie. Mais la réalité de la bague dépend de la réalité de l'or. Tandis que la réalité de l'or étant le substrat de l'objet dépend de rien d'autre. Bien évidemment, l'or existe parce qu'il y a des processus géologiques qui font que l'or existe. Mais dans cet exemple, on va le garder là. L'or, c'est le substrat et la bague, c'est l'objet. Le Vedanta nous dit la bague existe, mais sa réalité profonde est l'or. De la même façon, le monde existe, mon corps existe, le bol tibétain existe, la plante en face de moi, la caméra, le micro existent, mais leur réalité profonde, notre réalité profonde de l'univers au complet, c'est le substrat qui est le Brahman. Donc, si je fonds la bague et je la transforme dans un bracelet ou dans des boucles d'oreilles, finalement, est-ce que c'était vraiment une bague ou c'était l'or? C'est la même chose avec le Brahman. Il se transforme, il prend différentes formes, mais le Brahman reste toujours le Brahman comme l'or reste toujours l'or. Mithya est ni absolument réelle, ni absolument inexistante. La bague est réelle, mais dans le temps, elle va changer. Son substrat pur est l'or, il ne changera jamais, il sera toujours de l'or. De la même façon, tous les objets du monde sont le Brahman. La plante un jour va mourir, comme mon corps aussi, puis elle va tomber dans la terre, puis cette terre-là va la transformer dans une autre plante. Peut-être que cette plante-là va être mangée par un animal. Elle va devenir l'animal par le processus de la digestion. Et c'est ainsi que le monde, en fait, est tout connecté, est tout un, uni. Même le matérialisme est d'accord avec cette vision que tout est un, tout est matière, parce que finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais dans le Vedanta, on dit justement que ce substrat n'est pas simplement de la matière inconsciente. C'est encore une fois de l'existence pure, de la conscience pure qui vibre d'une félicité, d'un bonheur pur. Donc, après avoir vu Paramartika, la réalité absolue, Vyavaharika, la réalité conventionnelle, on va maintenant voir la troisième qui est la réalité illusoire ou pratibhasika. C'est non seulement le rêve, mais la réalité apparente. Donc, elle peut être produite par une erreur, par une projection de la conscience de l'individu sur la matière. Pour vous donner un exemple, je vais utiliser Shaga, ma chatte, qui est une très bonne chasseuse et qui, lamentablement, m'amène assez souvent des souris de l'extérieur. Ça arrive relativement souvent que je dois ramasser un cadavre d'une petite souris quelque part dans mon appartement. Donc, j'ai une certaine habitude. L'autre jour, je me suis réveillé à 4h30 du matin, donc le soleil n'était pas encore levé. Et je suis allé à la salle de bain et j'ai vu une souris. Et des fois, les souris sont vivantes, donc j'ai eu un peu peur. Je pensais que la souris allait courir vers moi. Mais en fait, la souris n'a pas bougé. Donc, je me suis rapproché. J'ai allumé la lumière et j'ai vu qu'en fait, la souris n'était pas une souris, c'était une feuille. La forme de la feuille faisait un peu le corps d'une souris et sa tige, la queue. Par mes expériences du passé, j'ai projeté la souris sur la feuille. Mais quand j'ai allumé la lumière, je me suis aperçu que ça, c'était une fausse réalité. Par contre, cette fausse réalité m'a fait ressentir une peur réelle. De la même façon, des fois, dans une conversation, on va prêter des intentions à quelqu'un, puis peut-être que cette personne en a pas. Donc, on est en train de faire un peu la même chose. On est en train de projeter notre façon de voir la réalité, notre mental sur la réalité
objective. Pratibhasika Sata, c'est aussi le rêve, carrément. Donc, quand on rêve, on crée un univers avec notre mental, avec notre conscience, et on expérimente cet univers. Pour mieux comprendre la relation entre ces trois niveaux de perception de l'existence, on va revenir vers le concept de mithya ou de dépendance. Pratibhasika Sata, ou la réalité apparente, dépend de la réalité conventionnelle, de Vyavaharika Sata. Si on reprend l'exemple de la souris, j'ai quand même besoin d'une feuille pour la confondre avec la souris. Si on prend l'exemple d'un rêve, j'ai quand même besoin de l'expérience du monde pour pouvoir la reproduire dans un rêve. C'est pas vraiment que le rêve ou la réalité apparente n'est pas réelle parce qu'elle a des conséquences réelles. J'ai eu peur de la souris quand j'ai cru que c'était une souris. Si je rêve et je suis dans l'eau avec un requin qui me poursuit, je vais avoir peur, je vais me réveiller et la peur que j'expérimente à ce moment-là est réelle. Donc le rêve n'est pas si réel que la réalité conventionnelle, mais il a une certaine réalité parce qu'il a des conséquences. Donc, encore une fois, le rêve dépend de la réalité conventionnelle. Le rêve est en relation de mithya envers cette réalité. De la même façon, le Vedanta nous propose que la réalité matérielle, elle aussi, est en relation de mithya, de dépendance, envers le Brahman, envers la réalité absolue, envers l'unité totale, parfaite, balancée. Encore une fois, en reprenant l'exemple de la bague, ce n'est pas que la bague n'existe pas, c'est pas que les objets, le bâton, le bol tibétain, mon corps, le micro, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas et que c'est une illusion totale. Ces choses sont réelles, elles ont des conséquences. Comme le rêve, il y a une conséquence, j'ai eu peur du requin, j'ai expérimenté la peur réelle, mais le monde conventionnel a des conséquences réelles aussi. Les objets, les individus existent, mais on les perçoit d'une façon erronée, on les perçoit comme séparés. Si on reprend l'exemple de la lumière blanche existe et les couleurs aussi. Si on met le prisme et la lumière blanche passe à travers le prisme, on peut voir les couleurs sont là, elles existent. Mais pour exister, elles ont besoin de la lumière blanche. Donc, les couleurs sont dans un état de dépendance envers la lumière blanche, tandis que la lumière blanche n'est en dépendance envers aucune autre lumière. De la même façon, le monde conventionnel dans lequel on vit est réel, il a des conséquences réelles, on doit se comporter d'une certaine façon dans ce monde, on doit respecter certaines dualités, même si on sait que, ultimement, cette réalité conventionnelle dépend de la réalité absolue du Brahman. Cette réalité conventionnelle est comme la couleur. On voit plein d'objets différents, plein de couleurs différentes. Ces couleurs sont réelles, mais encore une fois, elles dépendent de la lumière blanche. Les objets sont réels, mais ils dépendent du Brahman, de la monade. L'individu, Jiva ou Atman, l'âme individuelle, est un fragment, une fractale du Brahman. Le Brahman projette le monde en lui-même parce qu'il n'y a rien d'autre que lui-même, il n'y a rien d'autre que la monade. Donc la seule place où le monde peut être projeté, c'est à l'intérieur de la monade. Les choses du monde conventionnel existent par la conscience du Brahman, un peu comme les choses dans le monde du rêve existent par notre conscience individuelle. Le Brahman projette sa conscience en lui-même et nous, suivant le mouvement du Brahman, étant sa fractale, on projette notre conscience sur le monde et on crée une idée fausse, comme la souris qui était une feuille. La façon de sortir de l'ignorance avidya, c'est d'allumer la lumière, à tous les niveaux. J'ai allumé la lumière et j'ai aperçu la feuille. La souris a disparu. J'ai vu la réalité du monde conventionnel, la réalité du rêve a disparu soudainement. De la même façon, si j'allume la lumière de la conscience, la réalité conventionnelle va disparaître et je vais voir l'unité des choses. Ça veut pas dire que je verrai plus les choses. Ça veut juste dire que je vais voir l'unité entre ces objets. C'est pour ça qu'on peut se permettre, dans cette philosophie non dualiste, de créer cette trinité, cette division en trois, parce que, en fait, c'est pas trois choses séparées, c'est trois états de la même chose. Trois points de vue de la même chose. C'est une unité qu'on observe de façon différente, qu'on perçoit de façon différente. Je vous souhaite une très bonne pratique.